très heureux. C'est une habitude auquel je sais que les autrices et les auteurs sont très attachés. Et je remercie France Télévisions, malgré leur agenda très contraint sur Cannes, d'accepter d'y participer chaque année. Donc, ce sera l'occasion de... France Télévisions va vous présenter leur politique éditoriale. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Et vous avez vu qu'ils ont, au-delà des décisions individuelles qui prennent sur vos projets de films, qu'ils ont signé un accord cadre avec le cinéma. Donc je pense que Manuel nous en reparlera. Et c'est un accord extrêmement ambitieux. Et je me rappelle qu'encore il y a quelques années, France Télévisions souhaitait pouvoir offrir vos films aux spectateurs en non linéaire, et que ça a été pendant des années et des années un problème. Et ce problème avait déjà été résolu lors du précédent accord. Mais le nouveau permet vraiment va permettre à France Télévisions de déployer sa stratégie dans le non linéaire. Donc je suis sûr que c'est pas la peine que je vous présente nos invités, mais je vais quand même le faire. Je vais faire comme ça. Valérie Boyer, la directrice générale de France 2 Cinéma, Cécile Négri, directrice générale de France 3 Cinéma, et Manuel Alduy, qui s'occupe de beaucoup de choses à France Télévisions. Donc je suis pas sûr de connaître ton titre, mais il s'occupe du cinéma et du reste. D'un bout du reste. Voilà. D'un bout du reste, tu fais pas que le cinéma. Non, c'est vrai. Bon, bah alors. Directeur du cinéma et des fictions internationales, on va lui dire. Voilà, fiction internationale. Bon, mais la réunion est en français. Hein. On reste à Cannes, là. Ouais. Tu veux... Je sais. Ouais, je fais un petit mot d'introduction, après je vous... Le relais. Donc, on va commencer. Effectivement, on a signé un accord avec les organisations professionnelles du cinéma vendredi, qui était une date importante parce que, comme vous le savez, France Télé va rentrer dans un autre process d'examen parlementaire et opérationnel de son rapprochement avec Radio France là, dans quelques semaines. Et donc, ça faisait plusieurs mois qu'on pensait que si on voulait faire un accord avec le cinéma, il fallait le faire dans un timing assez serré. Donc on est parvenu à cet accord et il est assez illustratif. C'est pour ça que je vais m'en servir comme exemple. Ça permettra d'en parler et en même temps de commenter sur ce que nous faisons depuis quelques années. Il est assez illustratif des besoins et aussi de France Télé, mais aussi des attentes de la profession en matière de cinéma sur le service public audiovisuel. Donc il y a un premier axe qui est la généralisation du replay. Elle a été entamée par l'accord de février 2020. On a besoin, pour différentes raisons, sur lesquelles je vais revenir, de mettre le cinéma de France Télé diffusé sur les chaînes aussi sur la plateforme France.tv, comme tous les autres programmes diffusés par nos chaînes linéaires. Donc ça, on a réussi progressivement à le généraliser, et l'an dernier, sur les 300 films à peu près qu'on a diffusés sur nos différentes chaînes, un gros tiers était aussi disponible en rattrapage. Avec cet accord, on a obtenu de pouvoir étendre la durée du replay de 7 à 30 jours, moyennant finance. C'est pas gratuit. Pourquoi ? Parce que on pense que les films ont besoin, je parle du cinéma français et européen, celui sur lequel on est fortement investi, ont besoin de rester un certain temps sur des plateformes. France Télévisions, comme vous le savez, on est un service de chaîne avec une plateforme. En fait, pas de cinéma inédit. Cinéma inédit en clair, mais les films, ils arrivent chez nous au mieux 2 ans après leur sortie en salle. Donc on est déjà, en fait, pour les gens, pour le public, un service de rattrapage. C'est qu'ils vont découvrir des films, redécouvrir des films, ils les connaissent déjà, ils en ont déjà un peu entendu parler, qu'il s'agisse de films très cinéphiles ou de films plus grand public. Et donc, la plateforme France.tv, l'extension du replay était importante. Le replay et la plateforme, c'est aussi une façon de toucher des diversités bien plus importantes, bien plus larges. J'ai déjà du sabotage de TF1. On se sert de France.tv en fait comme une plateforme qui nous permet d'aller proposer des films beaucoup trop pointus pour nos chaînes. Aujourd'hui, en fait, notre structure de grille, elle repose sur en fait 4 grands piliers éditoriaux en matière de films et aussi 4 rendez-vous sur nos chaînes.
Les 4 piliers sont assez simples, hein. C'est du cinéma populaire, exemple hier soir Elvis. C'est plutôt maintenant principalement du cinéma français, exemple Les Illusions perdues de Xavier Giannoli il y a quelques mois. Deuxième catégorie de films, du cinéma d'auteur, on peut être très pointu ou pas. Alors évidemment, à la Festival de Cannes, on a beaucoup d'échantillons, mais je laisserai Valérie Cécile les commenter dans cette catégorie. Sur nos antennes, ça passe sur France 2, ça peut passer sur France 3, ça peut passer sur France 5, ça peut passer sur Culture Box. On a 4 rendez-vous hebdomadaires aujourd'hui. La différence entre ces rendez-vous, c'est la première, hein, c'est la puissance, c'est-à-dire le niveau de public que nous, on espère pour ces films. Il y a des films, on est content quand ils font 300 000 téléspectateurs, ils vont plutôt aller sur Culture Box. Si on les met sur France 2, où là, on espère toucher 3 millions, on va décevoir une grande partie du public de France 2 qui verra un film qui lui correspond pas. Donc notre métier n'est pas de chercher de l'audience sur tous les films, mais de chercher la bonne audience pour les films. Et donc on a la chance d'avoir 4 chaînes qui ont des jauges différentes et une plateforme qui rajoute aussi une destination de diffusion intéressante. Troisième pilier éditorial, ce sont les films sociétaux. En cinéma français, les autrices et les auteurs en font beaucoup. On arrive bien à traiter, à exposer, à éditorialiser le cinéma sociétal. L'exemple le plus récent, ça a été la diffusion d'un film de France 3 Cinéma, L'événement d'Audrey Divoine, le lendemain de la constitutionnalisation de l'IVG. Mais on l'a diffusé sur France 2 avec un débat derrière. Il a fait 2 millions de téléspectateurs. Ce film avait fait à peu près 100 000 entrées 2 ans et demi avant. Donc vous voyez, 100 000 entrées, 2 millions de téléspectateurs. Je pense qu'on transforme l'essai. Et la 4e catégorie de films, c'est les jeunes publics. Historiquement, on est déjà assez investi dans l'animation. Il y a 4 longs métrages d'animation coproduits par France 3 Cinéma ici à Cannes cette année. On a un peu élargi au cinéma de genre, par exemple, parce que dans les jeunes publics, on va jusqu'à 30 ans. Et donc, Préacheter Vermine, pour donner un exemple qui a bien marché en salle, c'est pour nous une tentative d'aller chercher un public un peu plus jeune. Contrairement à l'idée reçue, en fait, on a un âge moyen de nos chaînes assez âgé, mais l'âge moyen, c'est le nombre de gens multiplié par le temps qui passe. Comme les plus de 80 ans passent 8 heures par jour et les moins de 20 ans passent 20 minutes, c'est sûr que notre âge moyen est assez élevé. J'ai un peu caricaturé les durées. Quoique sur les 80 ans, je suis assez sûr de moi. Deuxième sabotage. Mais on a quand même des millions de jeunes qui passent sur nos chaînes. Ils restent pas assez longtemps, mais ils viennent là. Donc on a besoin de leur montrer des films aussi, et c'est pour ça cette démarche jeune public. Donc je reviens sur notre accord, nos 4 piliers, nos 4 rendez-vous hebdo, la plateforme. Dans l'accord, on a augmenté notre niveau d'investissement obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on augmente notre niveau d'investissement général, mais avant on avait une seule obligation qui était de dépenser à peu près 50 millions et quelques en coproduction de films français. C'est ça c'est la loi. On a pris l'engagement de dépenser 80 millions en mettant des achats dedans, dont 65 millions uniquement en préfinancement de films inédits français. Donc ce sont des niveaux qui sont supérieurs à la réglementation. Il y a un 3e élément qui est important, c'est qu'on a ce mouvement vers le non linéaire, et puis après je m'arrête là, le temps de respirer. On a un mouvement vers le non-linéaire, mais on pense qu'il ne faut pas que le cinéma se yaourtise, c'est-à-dire soit tout le temps, partout, à la demande, gratuitement et en volume. Pourquoi ? Parce que si ça arrive, ça aura un impact sur la diffusion linéaire traditionnelle. Donc on a besoin collectivement de rester dans une certaine maîtrise. Nous, on n'a jamais dit qu'on allait mettre 1000 films ou 2000 films ou 3000 films gratuitement sur Internet. Ce n'est pas du tout la démarche. On diffuse 500 films au total depuis des années. On veut juste que ces 500 films soient aussi sur France.tv. C'est notre équilibre à ISO, nombre de chaînes. Évidemment, si tout d'un coup l'État nous donnait 3 chaînes de plus, on changerait la volumétrie. Mais aujourd'hui, on a 4 chaînes. On ne met pas de films sur France Info, hein, donc on a 4 chaînes. On a une bonne volumétrie. Voilà. Et donc, on a pris un engagement par rapport à la profession. On espère que les autres chaînes historiques gratuites, donc nommément TF1, M6 et Arte, suivront la démarche qui est de dire on n'est pas là pour incendier le marché. Il faut qu'il y ait une offre gratuite à la demande cohérente, mais pas trop volumique, parce que sinon ça aura des effets de bord
sur les chaînes historiques gratuites, mais aussi sur le service payant. Et nous, on a besoin il n'y a pas de journaliste, bon, on a besoin de Canal+, de temps en temps, parce qu'ils financent beaucoup le cinéma, et on est souvent d'ailleurs avec eux sur les films. Et donc on ne veut pas déséquilibrer l'ensemble du marché. Voilà, donc pour une introduction. Putain, j'ai chaud. Oui, relance parce que c'est quoi la question? Coproduction. Voilà, Alors, politique de coproduction. Politique de coproduction. Alors, il y a, je mets de côté pour l'instant l'animation, on va en reparler, mais sur les films live, il y a deux axes principaux. Il y a un axe avec la volonté de nourrir en prime time donc nos antennes. Effectivement, avec ce que Manuel explicitait juste avant, qui est important, c'est cette notion de circulation des œuvres qui peuvent... une copro France 3 Cinéma peut être diffusée aussi bien, évidemment, sur France 3 que sur la chaîne France 2, que sur France 5 ou que sur Culture Box ou dans ce qu'on appelle les cases au coup sur France 4, qui sont donc les cases enfants. Ça, je le précise parce que c'est quelque chose d'important. Effectivement, nos films ont vocation à utiliser toutes les salles du multiplex que constitue la salle de cinéma de France Télévisions. Donc l'alimentation antenne, évidemment, on aura pour objectif de trouver des films de prime time. Des films de prime time, j'ai pas la recette, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être des films sur lesquels il y aura des éléments fédérateurs et rassembleurs, que ça passe par le casting, que ça passe par une histoire, a priori des histoires, en tout cas pour le public de France 3, qui peuvent raconter des chemins de vie positifs, des histoires assez bienveillantes, qui permettent un peu d'apaiser les fractures sociétales qu'on peut entendre tous les jours en écoutant les actus. Donc il y a cette notion-là qui est importante sur France 3. Il y a aussi la notion de territoire, donner un peu de place à des territoires qui ne sont pas forcément filmés. On a un très joli film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était montré à un certain regard, un premier film de Louise Courvoisier qui s'appelle 20 dieux, qui parle justement de ce territoire, de cette famille qui se lance dans la fabrication du comté. C'est des accents qu'on entend peu aussi. Alors je ne dis pas qu'on va se mettre à faire des films en patois, hein, mais c'est intéressant parce que ça apporte de la sincérité, de l'authenticité. C'est des histoires qui nous touchent. Voilà. Donc parler des territoires, c'est aussi des choses qui sont importantes dans les critères d'appréciation des films qu'on fait pour France 3. On cherche aussi des films qui auront maintenant on utilise beaucoup ce terme, mais qui auront une valeur d'impact aussi, pour essayer de se distinguer dans la volumétrie des films qui peuvent sortir en salle. Réfléchir aussi en amont au positionnement qu'on pourra trouver, à la façon dont on pourra rendre visibles tous ces films. On a raison de plus de 15 films par mercredi qui sortent. Donc l'impact, ça peut passer par différents véhicules, effectivement, des thèmes sociétaux, des films qui sont lanceurs d'alerte. Je pense aux Algues vertes qui étaient sortis l'année dernière, qui avait... Donc le bouquin de la BD d'Inès Léraud adapté par Jolivet, qui avait fait rassembler un joli 400 000 spectateurs, beaucoup de spectateurs évidemment en Bretagne, sur le territoire concerné par cette problématique. Donc des objets de cinéma qui se distinguent, qui sont singuliers, qui laissent une trace et qui sont éditorialisables ensuite sur nos antennes, avec évidemment des éléments de casting. Nous, dans les éléments d'appréciation qu'on répète beaucoup, mais en l'occurrence aux producteurs, c'est qu'on a besoin d'avoir un distributeur embarqué à bord, un distributeur qui va se charger de travailler le positionnement marketing du film. Et on fait aussi, on est très attentif à l'émergence des nouveaux talents en réalisation. L'année dernière, on a accompagné 19 premiers et seconds films sur les 27 qu'on a accompagnés au total. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. On passe beaucoup de temps à chercher des premiers films. On en reçoit beaucoup aussi.
On cherche évidemment aussi des films portés par des réalisatrices. Les réalisatrices, on a un objectif d'atteindre la parité en 2027. On était à quasiment 37-40% l'année dernière. Donc des films qui sont portés par des réalisatrices et qui portent des sujets amples, vastes, à destination du grand public. On reçoit à peu près 35% de films qui sont des films de réalisatrices. Et dans ces 35%, il y a une grande majorité de films qui sont des propositions qu'on catégorie un peu rapidement dans la catégorie des films fragiles, sur des petits budgets, difficiles à monter économiquement, et qui sont des sujets, je vais caricaturer un peu, mais un peu thérapeutico, qui peut-être manquent encore aujourd'hui de portée un peu universelle, d'ampleur et d'audace. C'est vrai qu'on avait déjà lancé ce message, je crois, il y a plus de 2 ans. On était heureux de voir l'année dernière à Cannes, effectivement, le film de Géraldine Danon qu'on a soutenu, qui était le biopic de Florence Artaud, qui s'appelait Flo, et le film de Mai Wen aussi, du Barry. Voilà, on est à la recherche de ces projets, effectivement, portés par des femmes, avec une ambition complètement assumée d'aller chercher le public, le grand public, le public de marché. Petite parenthèse sur l'animation, effectivement, on a beaucoup de films d'animation à Cannes cette année. On en est très heureux. Il y a Claude Barras qui a montré Sauvage avant-hier en Salvarda. Donc ça nous fait très plaisir de continuer à accompagner cet auteur qui nous avait déjà apporté cette magnifique Ma vie de courgette qu'on avait pu découvrir à la quinzaine des réalisateurs il y a quelque temps déjà. Et là, grande fierté de voir le film de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, adaptée du conte de Jean-Claude Grimbert, qui est proposé en compétition officielle vendredi prochain. L'animation n'avait pas été présentée en compétition à Cannes depuis Valse avec Bachir en 2008. Et ça tombe bien parce que le film est un chef-d'œuvre et sur un sujet universel particulièrement à propos. Donc l'animation, on continue à en faire et on va augmenter la volumétrie à destination soit du jeune public, vraiment de la comédie d'aventure pour les enfants, les cibles 6-10 ans, et aussi pour les jeunes adultes. Et pour les adultes aussi, on a embarqué l'année dernière un projet présenté par Silex qui s'appelle In Waves, adapté du roman graphique éponyme, qui a connu qui était un beau succès de librairie sur, on va dire, les jeunes, enfin les 20-30 ans. Donc aussi une grande diversité éditoriale sur l'animation, et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de talents chez nous en France. On a envie de continuer à les accompagner. Et peut-être un dernier petit mot sur le documentaire. Alors, côté France 3 Cinéma, c'est vrai que c'est très à la marge. On n'en fait pas chaque année, on en fait de temps en temps, et c'est plus pour accompagner des grandes signatures type Nicolas Philibert sur L'Adamant qu'on avait coproduit. Je pense aussi au film de Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau, qui était présenté à Cannes il y a quelques années et qu'on trouvera sur les antennes prochainement. Pas facile de passer la 3e pour pas se répéter. Je vais vous épargner les répétitions, c'est pénible. Qu'est-ce qui nous différencie de France 3 Cinéma, même s'il y a plein de choses. Mais il y a d'abord 2 sensibilités différentes, forcément. On n'est pas les mêmes, Cécile et moi. On ne fait pas d'animation, pas du tout. On a évidemment, comme Cécile vous l'a dit, un impératif de il faut nourrir notre case, et notre case elle est moins facile, enfin elle est difficile parce qu'elle est le dimanche soir en prime à 21h, 21h10. On est en concurrence directe avec TF1 et des films de la TNT qui ne sont pas
c'est pas rien la TNT le dimanche soir. Donc, fort de ça, on nourrit, grâce à nos engagements, à peu près 50%, c'est notre objectif, l'antenne. Et puis le reste, c'est des films, on va dire, plus auteurs, fléchés. Alors on a des bonnes surprises, on a des films qu'on ne pensait pas évidemment être prévus pour le Prime et qui y seront, et vice-versa. On a un spectre très large. Je vous donne un spectre très large. Je vous donne un exemple très précis. On est à Cannes. Alors, à la fois, on peut coproduire le premier film Diamant Brut, qui a été présenté le premier mercredi, et à la fois, on coproduit L'Amour ouf, qui est notre plus gros engagement de cette année. Voilà. Donc, on aime les films d'auteur et on aime les films extrêmement grand public. On suit nos auteurs. Je vous donnerai pour exemple Jacques Audiard avec Emilia Pérez. Ça fait bien 15-20 ans qu'on suit Jacques Audiard et on s'en félicite, bien sûr. Christophe Honoré avec Marcello Mio qui sera projeté mardi soir, pardon. Voilà, donc on a un spectre excessivement large. On aime l'audace, on aime l'éclectisme, on aime que nos films soient aussi familiaux et s'adressent au plus grand nombre, bien sûr. On essaye aujourd'hui de trouver des pépites pour s'adresser à un public plus jeune, parce que je trouve qu'on est un peu à la ramasse en France quand on veut s'adresser au cinéma à un public jeune. Les jeunes, c'est quoi? C'est 15-25, hein, 15-30, allez. Son âge, la définition des jeunes. Oui, enfin bon, déjà, si on touche les 25-30, c'est bien. 15. Voilà, donc je peux pas vous dévoiler les quelques pépites qu'on espère avoir trouvées sur l'année 2024 parce que tout ça est en cours. Mais en tout cas, on s'y attelle. On adore les comédies, mais on a du mal à les trouver. Voilà. Mais tout le monde aime les comédies et finalement, tout le monde se les arrache. Une concurrence forte et on aime beaucoup aussi les films d'auteur, bien sûr. L'année dernière avec Anatomie d'une chute, on n'a pu que se féliciter à la fois d'avoir suivi Justine Triet depuis son deuxième film, avec des films qui ont plus ou moins bien marché, mais peu importe, voilà. Voilà ce qu'on fait, de l'éclectisme, de l'audace, des films d'auteur, des films famille. On n'a pas souvent de famille Bélier. Je reprends cet exemple parce que forcément, on parle à tout le monde en grand nombre, mais on a peu de propositions de ce type. Voilà. Donc après, questions-réponses sur des choses très précises. Moi, j'avais deux questions avant de passer la parole à la salle. Et notamment parce que j'ai l'impression que les choses bougent beaucoup sur les projets sur lesquels vous vous positionnez maintenant. Est-ce que sur les fenêtres avant vous de paix, est-ce que vous voyez des changements entre les positionnements de Canal et des opérateurs de streaming? Donc parce qu'on a l'impression, nous à la SACD, que c'est de plus en plus partagé et je pense que vous avez une visibilité complète sur le sujet. Et la deuxième qui n'a rien à voir, c'est sur l'éditorialisation antenne des films. Éditorialisation antenne, oui, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nouveaux entrants, les plateformes. Oui, on travaille avec Netflix, Amazon, enfin toutes, ces plateformes. Disney, je voulais qu'on les cite toutes. Enfin, on n'est pas opposé à toutes ces plateformes. Il se trouve qu'on a fait un certain nombre de films, notamment avec Netflix. Alors, on a du
Netflix en P2, Netflix en P1, c'est-à-dire seul et sans canal. Pour tous ceux qui ne sont pas experts de la chronologie des médias, si non, mais où tu peux le faire, mais vas-y. T'explicites P1, P2. Première fenêtre, deuxième fenêtre. Non, alors je vais l'expliciter parce que pour ceux qui étaient. Non, mais la première fenêtre, c'est celle de Canal. La deuxième, c'est celle à 15 mois après la sortie salle ou 17 mois. 15 mois pour Netflix et 17 mois pour les autres. C'est la deuxième fenêtre payante pour les opérateurs de streaming. Et après, il y a les chaînes gratuites. Désolé, hein, mais je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas la chrono. Et il y a même du Canal plus Netflix. Oui. Voilà. Voilà. Et du Amazon. On travaille pour l'instant beaucoup avec Netflix, un petit peu avec Amazon. On a 2 films, nous, en lice avec Amazon. Juste pour mettre un bémol, donc nous, on s'est mariés avec tout le monde. Mais à la différence des vrais mariages, on ne sait toujours pas si ça marche. Puisque pour l'instant, on n'a pas diffusé un seul film. Mais du coup, vous avez prévoyé beaucoup de divorces. Pardon ? Du coup, vous prévoyez beaucoup de divorces. Sinon, on ne vient pas l'année prochaine. Mais il faut avoir conscience de ce point-là, de ce point-là, c'est que il y a eu un accord sur la chronologie des médias qui a avancé les plateformes avant les chaînes gratuites. Cet accord expire dans 6 mois. Quand il aura expiré, nous, chaîne gratuite, on n'aura pas diffusé un seul film issu de cet accord. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir tirer des conclusions sur est-ce qu'un film qui est passé sur Canal puis sur Netflix, quand il arrive sur France 2, il fait moins d'audience. Donc, on a des expériences de fenêtrage avec les plateformes qui, pour l'instant, se passent bien. Elles sont plutôt sur le cinéma américain ou sur le cinéma de catalogue. Ça se passe bien quand les fenêtres sont relativement éloignées. On a eu des exemples sur du cinéma de catalogue, donc peut-être 2 gens dans la salle, je pense pas, mais où des vendeurs un peu distraits avaient revendu un film de patrimoine au même moment à une plateforme et une chaîne gratuite. Bon, là, en général, ça se passe mal. Ça se passe mal puisque on est 2 à voir le même film en même temps au même moment et on n'est pas dans des mondes parallèles, mais quand on a un fenêtrage quand même relativement distant, pour l'instant sur le cinéma américain et le cinéma de catalogue ça va. Mais sur les coproductions des filiales, on doit avoir peut-être 25 films maintenant avec des plateformes quelque part, hein, dans les différents schémas évoqués depuis 2 ans. Aucun n'a été diffusé. Le premier, ça sera Jeanne du Barry dans 2 ans. Non, Jeanne du Barry, il sera dans 1 an. Il sera cet été sur Netflix, et nous, on l'aura l'année prochaine. Sur l'éditorialisation, alors l'éditorialisation, donc, c'est comment mettre en forme pour que le grand public comprenne et ait envie de regarder du cinéma sur nos antennes. Donc on a donné des couleurs de cases, déjà c'est la première base, du cinéma grand public en frontal contre notre concurrent TF1, ça c'est France 2 le dimanche soir, avec une grande dominance au cinéma français. On a quasiment plus de films américains. Le film hier soir, Elvis de Baz Luhrmann, était vraiment une exception, mais on a désinvesti le cinéma américain au profit du cinéma français et un peu européen, mais surtout français. Et en général, ça marche. Voilà, je suis très content, donc j'espère que TF1 va continuer d'acheter des films de super-héros, parce que ça nous rend service. C'est super utile. Faut pas qu'ils changent. Sur France 3, on s'est réorienté. C'est un rendez-vous qui est le lundi aujourd'hui, depuis 2 ans, autour de films, Cécile l'a un peu évoqué, puisque ça irrigue aussi la politique de coproduction, plutôt autour on va dire, une nostalgie positive. On est sur un public qui est plus territorial, plus âgé. Et donc c'est une case qui a beaucoup plus de films de catalogue, de patrimoine aussi, que sur France 2 le dimanche. Sur France 5, on est sur des objectifs d'audience qui sont aux alentours de 600-700 000 téléspectateurs, parfois 1 million. Donc de temps en temps, on a déjà fait des tests avec succès, 2 films français inédits. Mais la case en général est plutôt sur le cinéma de catalogue des années 80, 90, 2000. Culture Box, samedi, canal 14 de la TNT. Là, c'est l'arrêt-essai dans sa plus grande acceptation. Ça peut être de l'animation japonaise, donc je pense que personne ici n'est concerné, mais ça peut être un film français inédit, ça peut être un Wim Wenders, parce qu'il y a un hommage à l'Institut Lumière, au Festival Lumière en octobre. Donc vous voyez, c'est très 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 ouvert. Donc ça, ce sont nos 4 piliers.
Ensuite, on fait des soirées thématiques sociétales, environ une par trimestre. Je pense qu'on en aura un peu plus cette année. Grâce aux films sociétaux portés par les filiales, j'ai cité l'événement et il y a pas mal de thémas. Et là, la bonne nouvelle, c'est donc ce sont toujours des soirées qui sont adossées à un film français. Le sujet est toujours horrible. C'est l'inceste, le suicide agricole, la guerre, l'absence, l'impossibilité de pouvoir avorter, les femmes battues. Non, je le dis en boutade, mais le public vient quand même, en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est quand même des chaînes gratuites, on n'est pas des chaînes de cinéma, on est des chaînes généralistes et ils se laissent porter. On va faire une soirée sur la fin de vie pour la rentrée. Non mais voilà. Présenté comme ça. Alors c'est pas comme ça qu'on fait les bandes annonces. Vous cherchez aussi des comédies quand même pour équilibrer la programmation. Mais tu me parlais d'éditorialisation. On éditorialise ce qui ne se regarde pas facilement. Un film, une comédie, on diffuse Ibiza il y a 3 ans. Ce film, même s'il avait fait que 600 000 entrées, il a fait 5 millions. Voilà, Papy Sitter, il avait fait 150 000 entrées ou 200 000 entrées à cause du Covid. Il a fait ses 4 millions. On n'a pas besoin de l'éditorialiser, ce film. On le met, il est bien fait, il fait plaisir, les gens regardent. Par contre, des films plus arides dans leur sujet, mérite d'être porté et travaillé pour que les gens viennent. Et c'est pareil après sur la plateforme. La plateforme, elle est éditorialisée sous forme de rendez-vous, de collection thématique. Bon, là en ce moment c'est sur Cannes, Palme d'Or, un hommage à Xavier Dolan, un hommage à Greta Gerwig, une collection sur des films de vedettes qui n'ont rien eu. Bon, c'est un peu tarabiscoté comme concept, mais bon, c'est des films que les gens regardent aussi. Mais on a fait des cycles un peu dans tous les sens. Pour donner envie, ça peut aller de la trilogie d'un hommage à Pagnol, pour rester dans vraiment dans le patrimoine patrimonial, ou des choses plus récentes. On a fait un cycle sur les serial killers. Bon, c'est toujours pas gay, mais ça a très bien marché. Ça, c'est l'éditorialisation, un peu comme une chaîne thématique cinéma, mais avec moins de profondeur, plus en café gourmand. Venez goûter quelques films. Si vous aimez ça, allez vous abonner chez les voisins. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. En fait, c'est la fin de vie. Ouais, c'est ça. Non, dans l'éditorialisation, je voulais juste ajouter un élément, c'est que depuis 1 an et demi, on a une émission de cinéma qui s'appelle Beau Geste, qu'on a lancée, qui est en deuxième partie de soirée, mais surtout sur la plateforme dès le dimanche matin, de façon hebdomadaire pendant la saison hors été, et dont l'objectif était de traiter le cinéma le cinéma français et international, enfin tout ce qui sort en salle avec bienveillance pour donner envie, puisqu'on avait quand même constaté, tout le monde a constaté que le retour post-Covid était bien mieux que dans d'autres pays, mais qu'on était quand même avec une fréquentation moindre qu'avant. Et donc cette émission, elle a pour but de donner envie, sans être dans un registre de promotion pur, aux gens d'aller découvrir des films. Voilà. La première question est la plus difficile, donc peut-être que la vice-présidente cinéma de la SACD, Delphine Liez, en a une. 2 questions. Non, c'est passionnant en fait. C'est passionnant. Non, j'ai pas de questions en fait. Vous êtes très clair. Non. Et ce qui est assez non, non plus. Non, ce qui est assez rassurant, c'est enfin la façon dont vous présentez ça aujourd'hui, c'est de se dire effectivement, vous mettez en valeur les jeunes cinéastes, les jeunes femmes aussi, mais d'après ce que vous dites, à partir du moment où il y a un geste, qui soit beau ou pas, mais en tout cas un geste de cinéma, en vous entendant tous les trois, on a l'impression d'être accueillis, quoi. Et ça, je trouve que c'est très clair. Alors, moi, je suis pas toute jeune, mais assez réjouissant, voilà, de dire ah bah oui, ça je comprends. Ah bah oui, s'il y a bon, parce que en fait, on est tellement seul quand on écrit et on pense tellement, on se dit mais c'est évident, ça va intéresser tout le monde, etc. Et puis là, de comprendre à quel point ça doit être éditorialisé en fonction des sorties et tout. Enfin, c'est voilà. C'est très, en fait, ça je le dis, je sais pas, je parle à la place d'autres auteurs aussi, mais c'est toujours très important de sentir les humains qui vont lire et faire que notre travail va
être, pas seulement projeté dans des salles, mais que le public un jour s'assoit, il va vivre avec notre histoire, de sentir que pour vous, vous prenez la tête, quoi, et que c'est vachement bien. Voilà. Non, donc c'est pas une question. Je vous écoute. Merci donc d'incarner autant le service public. Voilà, mais c'est le service public, ça. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. Et alors, n'hésitez pas. Vous avez de la chance. Oui. Merci. Bonjour, je m'appelle Mariette Montpierre. Je suis réalisatrice de la Guadeloupe. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour diffuser nos œuvres, d'abord financer nos œuvres pour qu'elles passent sur France 2 et France 3, et les financer et puis les distribuer sur vos chaînes, parce que nous avons quelque chose qui s'appelle France Télévisions Outre-mer, personne n'est présent d'ailleurs pour nous représenter, et d'ailleurs nous avons, j'ai entendu dire, un pacte de la visibilité, et j'aimerais savoir en quoi il consiste, parce que à part un documentaire par semaine ou par mois, je crois, qui passe sur France 3 à 23h30, il n'y a absolument rien pour nous, donc merci beaucoup. Non, enfin, on peut faire même la réponse à 3 bandes. Alors, en fait, déjà, sur ce sujet comme sur d'autres, nous, on a déjà fait cet exercice. On essaie de se dégager le plus possible de la question de la case de programmation et de l'horaire. Par exemple, moi j'ai commencé en arrivant à France Télé sur le sujet du cinéma de minuit, donc avec des fans de cinéma de patrimoine dont j'étais, qui se plaignaient tout le temps que le film était à 1h50, 1h30, jamais à minuit. Bon, c'est vrai qu'il n'est jamais à minuit et il ne sera jamais à minuit parce que c'est impossible en termes de programmation. Et notre sujet, parce qu'il y a une bascule des usages, c'est que les gens comprennent que sur France.tv, ils regardent quand ils veulent à la demande. Et donc on va y arriver. Ça prend un peu de temps, et sur le cinéma c'est beaucoup plus long parce que pendant très longtemps on n'a pas eu de replay. Donc sur France.tv, la plateforme elle existe depuis des années, il n'y avait aucun film. Je vous ai donné quelques chiffres. Au total l'année dernière on avait quand même 350 films sur France.tv, soit issus du replay, soit qu'on achetait spécifiquement pour la plateforme. Donc ça c'est juste pour vous rassurer sur le fait qu'un documentaire, une fiction ou un film soit un horaire improbable. Ça, je dis pas que c'est satisfaisant, mais ça a de moins en moins d'importance pour le public. Bon. Ensuite, par rapport aux Outre-mer, on a toujours été ultra vigilants. Dès qu'un projet arrivait, de surcroît, sur un sujet, un réalisateur ou une réalisatrice, rarement des producteurs, sauf l'année dernière, mais vous allez compléter, avec une résonance dans l'histoire, avec les autres, et le casting et la production avec les Outre-mer, franchement, on s'est jeté dessus. Donc, il y a des années, on n'a rien eu, et l'année dernière, on en a fait 3. 3 coproductions très différentes entre les 2 filiales, 2 longs métrages qui vont sortir. Je crois qu'il y en a une, le tournage est terminé, c'est Furcy. Ils vont le livrer à la fin de l'année, ça va sortir en début d'année prochaine. Comme c'est mesdames qui travaillent, moi je ne fais que commenter, je vais leur... Alors, tu fais référence au film de Abdel Malik qui s'appelle Furcy, dont le tournage vient juste de terminer, mais je pense que la livraison, ce sera... Enfin, la sortie salle, je ne sais pas encore, mais on ne l'a pas encore vu. Je pense que ça sera une sortie salle plutôt 2e semestre 25, le temps de le travailler. Moi, le film que j'ai en tête, qui est un premier de Nelson Foy, qui s'appelle Zion, qu'on a vu, qui est un super thriller haletant, tourné à la Guadeloupe avec des équipes guadeloupéennes. Bon, j'espère qu'on le retrouvera bientôt dans un festival. Ça, le temps qu'il sorte en salle. Ensuite, il y a cette fameuse chronologie des médias. Donc, en fait, il arrive sur nos antennes 2 ans après la sortie salle. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais effectivement, on est vigilant. Quand ces projets arrivent, on les regarde. Il faut, encore une fois, c'est comme tous les autres projets. Il faut qu'ils arrivent avec un scénario, un casting porté par un prod et un distributeur. On est vraiment obligé de s'ancrer avec un distributeur salle. Voilà. Et... L'année dernière, tu as eu un Tropique de la violence. Et puis...
Oui, on avait tourné, enfin pas nous, la productrice Carole Lambert avait tourné un film à Mayotte qui s'appelait Tropique de la violence. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Un premier film adapté d'un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle Tropique de la violence, qui était intéressant. Il était in situ, il racontait une réalité de cette île et qui n'a pas trouvé son public. Ça ne nous a pas empêché de le faire, mais il faut bien être réaliste. J'attire votre attention sur le peu de projets qu'on reçoit quand même. Je sais pas pourquoi. Ben moi non plus. Non, mais avec un producteur, avec un distributeur et un casting. Je parle pour France 2, hein, au nom de France 2 et de France 3. Oui, mais je veux dire, après, il faut que nous, tant qu'à faire des films sur des thématiques, quelles qu'elles soient, il faut qu'il y ait une cohérence entre la proposition, le casting, le distributeur, le devis, plan de financement. Et oui, on en reçoit, mais tout ça n'est pas forcément cohérent. Nous, ce qu'on recherche, enfin en tout cas moi, ce que je recherche au premier chef, c'est la cohérence d'abord de l'ensemble du projet et de savoir à qui ça s'adresse aussi. Voilà. Ni chaîne ni maître, mais il a été tourné à l'île Maurice, donc je n'en parle pas parce qu'il ne me semble pas que ce soit un territoire ultramarin, mais bon. Voilà. Parce que l'histoire se passait, cette histoire qui est un premier film de Simon Montero, est une histoire vraie qui s'est passée à l'île Maurice. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport à la durée du film, maximum et minimum, il n'y en a pas. Oui, non, c'est vrai que c'est une question c'est compliqué quand on a des films qui font moins de 90 minutes pour un programmateur, c'est quand même compliqué. Donc ça prend plus de temps de les convaincre de passer à l'acte de la programmation quand effectivement on est sur des formats un peu différents. Mais bon, tous les longs métrages aujourd'hui font au moins 1h25, mais c'est vrai que là j'ai le cas d'un film qui est PAD, et en fait sur le on n'a pas pensé à ça en amont parce que la dramaturgie était impeccable, le rythme, etc. Mais un PAD à 1h, prêt à diffuser à 1h15, c'est compliqué pour enchaîner sur les programmes derrière. Donc oui, il faut un 90 minutes. Bon, pas en animation, on fait moins. En animation, c'est plutôt du 80. Et comment peut-on vous contacter, madame France 3 Cinéma ? Cécile.négrier@france.tv.fr. C'est la même chose pour les 8000 collaborateurs de France Télévisions, c'est prénom.nom@francetv.fr. Il y a une réponse simple, évidemment, mais qui vous avez été précédée il y a 2 jours par un opérateur de streaming que je ne citerai pas, et la réponse était difficile à cette question-là. Sur le reste, c'était très clair. Tu veux dire sur les coordonnées ? Ouais, les coordonnées, oui. Il n'y a pas eu de réponse. Bon. Vous appelez France Télévisions, vous demandez le nom d'un de nous trois, ils vont... Enfin, pardon ? Excusez-moi, mais j'ai un peu des doutes. Ben, vous avez tort d'avoir des doutes, parce que... On dit au standard, parce que... Mais France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, il y a toujours quelqu'un qui répond et qui prendra votre message. Et au pire, s'il est aux toilettes ou en train de déjeuner, vous laissez un message. Non mais, alors franchement, on n'est pas difficile à joindre, hein, ni Cécile ni moi. Insister sur le sujet des distributeurs. De quoi ? Sur le fait qu'il nous faut un distributeur pour prendre un film ? Bah oui. Je pense qu'on a toujours la même question, et franchement, ça date pas de cette année, ça fait longtemps qu'on travaille dans le secteur, c'est toujours pareil. On investit dans 60 films par an. D'ailleurs, dans le nouvel accord, on garantit qu'on sera au moins sur 60 préachats par an. Il y en a peut-être 400, 450 qui sont reçus, et donc ceux qui sont traités en priorité sont ceux qui ont un distributeur en salle, en France.
Donc il y a des projets qui sont écrits, qui sont envoyés, ils n'ont pas de distributeur, ils ont quand même un producteur, ils ont quand même un devis, ils ont quand même une intention de casting. Ils vont juste pas être traités en fait, parce que si on commence à lire le marché, sachant que les équipes sont toutes petites, on va pas y arriver en fait. On n'est pas matériellement staffé pour. Donc, c'est un filtre, c'est vrai. Hein, tous les distributeurs et producteurs se plaignent, mais enfin, moi, j'ai travaillé très longtemps à Canal+. On avait exactement la même règle. C'est sauf très grande exception. Mais tout le monde n'est pas Coppola. Il peut faire son film avec ses 80 millions perso, sans distributeur, et à la fin arriver à Cannes. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. En général, ça se passe pas comme ça. On a besoin d'un distributeur en salle. Vraiment, c'est la salle en France, attaché. Et ça peut expliquer vraiment une non-réponse, parce qu'on va pas le traiter en priorité, le projet. Pardon, c'est juste pour enfoncer un peu le clou. Juste pour quitter un peu le long, vous pouvez nous dire 2-3 mots de ce que vous faites dans le court-métrage ? Alors, sur le court-métrage, il y a une mailbox. C'est simple, c'est une adresse anonyme. Je la ferai passer à la SACD, je ne la connais plus de tête, qui en gros est France TV court-métrage, francetv.fr. Et derrière, il y a des humains, il y a 4 personnes. Christophe Taudière est le responsable de l'équipe court-métrage. Aurélie, et par ailleurs, il est plus particulièrement investi sur l'émission de court-métrage de France 2. Aurélie Chenet pour France 3. Gauthier Rejoux plutôt pour France 2, les opérations spéciales. Et Louise Naudot à l'accueil de projet. Cette équipe reçoit à peu près 700 projets de court-métrage et en préachète 65-70. On a fait un gros travail depuis 3 ans sur le court-métrage parce que historiquement on avait 2 émissions, une sur France 2 après Beau Geste, dans la nuit de dimanche à lundi, et une autre sur France 3 le mardi soir en 3e partie de soirée, émissions qui sont aussi sur France.tv. On a inséré les courts-métrages dans le corner cinéma de France.tv, donc vous avez toujours du court-métrage indépendamment de ces émissions dans le corner. La tutelle, le gouvernement, nous a autorisé à diffuser le court-métrage sur Culture Box, parce qu'historiquement, Culture Box était une chaîne, donc ex-France 4, dédiée au spectacle vivant. Et il y a 2 ans, 1 an et demi maintenant, on a obtenu cette autorisation. Et donc, une fois par mois, on fait des soirées thématiques en prime time, 21h, avec du court-métrage, sur des thématiques diverses et variées. La Saint-Valentin, le climat, c'est la ligne éditoriale des équipes, mais qui donne une exposition supplémentaire au cours. Et puis, pour être complètement complet, alors les thématiques sont très variées. On est partenaire d'une quinzaine de festivals de cours par an. Il y a le Off-Cours de Trouville où nous remettons un prix, mais pas aux auteurs, désolé, aux producteurs. Il y a le Festival de Clermont. Alors nous ne sommes pas partenaires du Festival de Clermont, mais nous remettons un prix aux auteurs, aux autrices cette fois-ci, donc un prix en argent. On est partenaire de Ciné Banlieue, on est partenaire de Film L'Avenir, on est partenaire de toutes sortes de festivals. On est maintenant partenaire cette année du Festival de cinéma de La Réunion. L'équipe y est allée il y a 3 semaines à peu près, ou 1 mois, quand l'opération a eu lieu. Donc c'est une équipe qui travaille énormément comme ça en résonance thématique avec des festivals externes. Pour essayer de couvrir la plus grande diversité. Il n'y a pas une ligne éditoriale unique, loin s'en faut. Au mois de mars, en général, on est sur des thématiques en diffusion autour de la place des femmes, dans les sciences, dans l'emploi, dans la société, etc. Et le mois d'après, on va complètement changer de braquet. Donc ça tourne énormément. Et enfin, à Clermont-Ferrand, il y a 2 ans, on a annoncé qu'on avait revalorisé notre investissement par notre investissement, le prix minute. Nous avons annoncé qu'on montait à 1 200 € la minute. Alors ça ne sert à rien d'arriver avec un projet de court-métrage de 59 minutes, parce qu'en général, on investit sur des cours qui sont plutôt autour de 20 minutes. Voilà. On n'est pas sur du très court, on n'est pas sur du trop moyen-métrage trop long. Voilà, et nous sommes partenaires de l'ADAMI, donc là, demain, pour les 30 ans de l'ADAMI, il y a 4 courts-métrages financés par France Télé qui sont projetés à Cannes, comme l'année dernière, comme chaque année, et que vous pourrez les regarder sur France.tv quelques jours après.
Et nous avons une collection court-métrage spéciale Cannes, par ailleurs, sur la plateforme. Merci Manuel. Oui. Bonjour. Je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, le lien entre diffusion de courts-métrages sur France Télé et diffusion plus tard en festival. Est-ce qu'à partir du moment où ça passe sur France Télé, il n'y a plus le droit de faire des festivals ou si un lien particulier? Non, en fait, on est assez souple là-dessus, parce que l'économie du court-métrage est déjà suffisamment compliquée pour pas créer une chronologie des médias qui est quand même déjà le cauchemar du long. Donc on est assez souple. En fait, ce qu'on regarde, c'est comment le festival veut exposer le court-métrage. Il y a eu un moment, surtout au moment du Covid, où certains festivals voulaient mettre en ligne gratuitement, sans jauge, sans filtre, les cours, pour que tout le monde en profite. Bon, là, c'est un peu frontal avec notre diffusion quand même. Mais des festivals qui ont une plateforme en ligne avec un nombre de tickets de visionnage plafonné, en général, on laisse faire. Il n'y a aucun problème. C'est avant nous, après nous. Bon, vraiment aucun problème. Le meilleur exemple, c'est Cannes. Les 4 courts-métrages de l'Adami vont d'abord passer à Cannes, quand même. Et ensuite, ça va être sur France.tv et ça gêne personne. Oui. Peut-être pour continuer sur plus entre le court et le long, est-ce que vous avez vu des exemples de passages de cours que vous avez préachetés qui sont ensuite devenus, été préachetés en long Alors, non, je pense, j'ai un exemple effectivement d'un court-métrage qui avait été préacheté par Aurélie Chénet, donc sur France 3, qui s'appelait Maman, au pluriel, et qui était en fait le début d'une réflexion de sa réalisatrice, autrice Maïmouna Doucouré, sur effectivement cette diversité d'héritage multiculturel, sa réflexion par rapport à la polygamie, et c'est quelque chose qu'elle a poursuivi ensuite dans le développement de son long métrage Mignonne, qu'on a coproduit chez France 3 Cinéma. Effectivement, parce que ça crée une passerelle, et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, donc oui, il y a des passerelles en l'occurrence, c'était vraiment le développement, le prolongement de cette thématique dans son long métrage. Oui, mais Acide, c'était pas maison. Le court-métrage est après donné à l'autre. Oui, l'exemple cité par Manuel, c'est le long métrage Acide de Juste Philippot qui était montré l'année dernière à Cannes, qui était le développement d'un court métrage que je pense pas que l'équipe de Taudière ou Aurélie ait accompagné, mais qui était totalement œcuménique. Ah oui. Le court-métrage d'un autre diffuseur, c'est pas grave. Oui, et puis au-delà des cours, il y a aussi une synergie qui peut s'exercer au sein de France Télévisions avec Slash, par exemple. Je vous prendrai l'exemple d'un film que vous n'avez pas vu, qui n'a pas été sélectionné malheureusement ici, qui s'appelle Drone, de Simon Buisson. Bon, il y a des passerelles qui s'opèrent, mais bien sûr, on est attentif et on se parle entre Christophe Taudière et les filiales, savoir un peu si on peut prolonger l'essai, transformer l'essai, bien entendu, on est preneur. Depuis l'année dernière, on est aussi partenaire c'est-à-dire qu'on finance une résidence qui s'appelle du court au long, qui est sous l'égide du Festival de Clermont-Ferrand, qui a lieu en septembre. Et donc, on intervient là-bas. Et c'est vraiment... elle sélectionne des autrices et des auteurs qui ont envie de passer au long métrage. Et cette résidence les confronte à différents professionnels, différents métiers pour cela. Voilà. Donc, c'est connexe à votre question. Est-ce qu'il y a une ultime question ? Bon, j'en vois pas, mais je voulais vous remercier tous les trois. Merci c'est vraiment très très intéressant et bravo à nouveau pour la signature de cet accord qui vous donne de la liberté en contrepartie d'engagement que tu as rappelé.